Au Champ du Coq vous emmène à Louvain-la-Neuve où l'université accueille diverses recherches pour améliorer les pratiques agricoles et limiter leur impact sur l'environnement. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu où on se trouve ici, parce que c'est une ferme particulière quand même. Oui, c'est une ferme particulière. On vous accueille aujourd'hui au sein des fermes universitaires de l'UC Louvain. Donc c'est une structure qui regroupe le centre de Marbec, qui est historiquement la ferme expérimentale de la faculté agro de l'UCL, et d'autre part la ferme de Lauzelle, qui se trouve à 2-3 km d'ici, le long de la Nationale 4, elle est bien connue. On y a installé une expérimentation maraîchage bio depuis l'année passée. D'accord. Alors c'est une ferme qui fonctionne quand même comme une ferme traditionnelle? Alors c'est une vraie ferme, c'est-à-dire qu'on y exploite des terrains, on y fait de l'élevage sur une centaine d'hectares au total, avec des cultures qui sont tout à fait classiques pour la région, un élevage classique pour la région. On se veut être une ferme de référence qui travaille au mieux et qui aussi rend des services à la société, fournit des terrains d'expérimentation pour des chercheurs et également fait des partenariats avec toute une série d'ASBL qui travaillent dans la recherche agronomique. Ouais. Conventionnel, bio, les deux? Depuis 1 an et demi, on a débuté une transition sur la moitié de la ferme en agriculture bio, donc sur 50 hectares. Sur les autres 50 hectares, on pratique ce qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture qui respecte les sols, qui valorise au maximum la fertilité naturelle du sol, qui augmente les taux d'humus. Voilà. Alors là, ici, on voit des limousines, il y a des moutons, vous avez d'autres animaux? Il y a des porcs, des volailles, des bovins et des ovins. Ah oui, donc vous essayez quand même de... Oui, on travaille vraiment, sur toutes ces espèces-là. Il y a des animaux qui servent pour des travaux pratiques pour l'école de vétérinaire. Ah oui. Et puis il y a des animaux qui servent dans des expérimentations agronomiques au sens large. D'accord, mais donc par exemple ici, là, les limousines, c'est pourquoi? Alors l'objectif d'avoir des animaux bovins et ovins sur cette exploitation, il se trouve dans la partie bio. Et le but est de montrer les implications que ça a sur la durabilité d'un système d'agriculture bio, le fait d'avoir de l'élevage. Donc pour la fertilité naturelle des sols, c'est fort important. Et donc l'usage ici des prairies par exemple? L'usage des prairies, les prairies temporaires dans la rotation bio, la production fourragère basée sur les légumineuses, sur les terrains bio encore une fois. Bien, bah super, bah merci déjà pour ces explications. Maintenant, je vous propose de voir justement un outil qui a été développé avec les universités, les centres de recherche. Il s'agit de la plateforme Belcam. Bonjour, bonjour. Et voilà, je vous attendais. Bonjour Monsieur Rosson. Oui, oui. Vous allez bien? Oui, oui, oui. Bernard Rosson est agriculteur à Perouet. En 1997, il reprend l'exploitation familiale et gère aujourd'hui une cinquantaine d'hectares de culture, des terres qu'il cherche sans cesse à optimiser. Il y a 4 ans, il décide alors d'adhérer comme 40 autres volontaires au projet Belcam. La volonté, c'était d'exploiter les nouveaux satellites européens lancés dans le cadre du programme Copernicus, un programme européen ambitieux qui a mis en orbite une série de satellites que tous les pays nous envient. Et donc aujourd'hui, ces satellites observent notre planète tous les 5 jours. Et donc la Belgique, comme elle est en haute latitude, on a des images même un peu plus fréquemment. Et c'est bien nécessaire parce qu'il y a beaucoup de nuages. Récupérées en temps réel, ces images et ces données satellitaires sont alors analysées, puis traduites en observations et conseils à l'agriculteur qui souhaite en savoir un peu plus sur sa parcelle. Il va trouver d'abord une première information qui est l'image récente qui lui permet de voir l'hétérogénéité de son champ, s'il est en train de croître de manière hétérogène. Puis en fait, au fil du temps, on va accumuler l'information de manière à voir le développement de la croissance de la végétation verte. Et on va pouvoir comparer la croissance de ce champ par rapport aux autres champs alentours qui partagent la même météo. Et de même, on va faire la même chose, mais pour la partie teneur en azote, c'est-à-dire qu'on va mesurer la quantité d'azote absorbée par la plante, et ça va nous permettre de dire à l'agriculteur si, en fait, la plante a besoin d'azote ou si elle en a suffisamment. Une information essentielle pour l'agriculteur à l'heure où la gestion des intrants est de plus en plus contrôlée. On doit être évidemment en dessous des normes. Si on surfertilise, c'est un dommage pour les nappes phréatiques. Et surtout, ça ne sert à rien de surfertiliser, c'est vraiment de l'argent dépensé inutilement. Et vos terres, elles sont comment justement? Mais justement, j'ai quand même eu des différences. Il y a une terre qui a été très très bien fertilisée, à l'optimum économique.
Mais j'ai 2 autres terres que j'aurais pu un petit peu plus augmenter l'azote, oui, légèrement. Le système Belcam permet donc de suivre ce qui se passe et n'entend pas dicter aux agriculteurs des décisions. Il tient même plutôt compte de leur expertise et savoir-faire. Un win-win en quelque sorte. C'est important que les agriculteurs, comme le reste de la société, tirent profit de ces nouvelles technologies pour faire mieux leur métier. Il n'y a pas de raison qu'ils y échappent. Aujourd'hui, ils sont confrontés à des choses de plus en plus complexes et donc les technologies doivent simplifier leur vie et pas leur compliquer la vie. L'outil Belcam est d'ailleurs déjà plébiscité dans d'autres pays. En attendant, il est en libre accès aux agriculteurs belges intéressés sur belcam.info. Le service est entièrement gratuit. Bon, alors qu'est-ce que vous faites là? Alors, on observe ce qui se passe dans le sol. On est sur une expérimentation qui est en partenariat avec Greenotech et avec le Centre de recherche agronomique de Gembloux en agriculture bio de conservation des sols. Alors c'est quoi l'agriculture bio? Ça vous le connaissez. L'agriculture de conservation du sol, c'est une agriculture qui met en place des pratiques agronomiques qui permettent de valoriser au maximum la vie du sol et la fertilité naturelle du sol. On est en agriculture bio, donc pas d'engrais de synthèse chimique, donc des légumineuses pour fournir de l'azote à la culture, et puis une plante, le sorgho, qui a été semée pour sa faculté de résistance à la sécheresse. Ça intéresse beaucoup les agriculteurs pour le moment, de diversifier les sources d'approvisionnement. Alors, agriculture bio de conservation des sols, on s'interdit de labourer le sol, donc on travaille le minimum et dans le cas présent, on va venir semer dans ce couvert, sans détruire la végétation et sans travailler la terre, un mélange de pois et de froment, avec une machine qui va être mise à disposition par la SBL Région Acter. Et cette machine est prévue pour venir semer directement dans un couvert. Donc sans travailler du tout le terrain. Ah, oui. Et on a choisi 2 espèces gélives, le sorgho et le trèfle d'Alexandrie. Donc pendant l'hiver, elles vont mourir naturellement suite à la baisse des températures et laisser place au mélange froment-pois, qui vont être donc semées maintenant à l'automne, qui sont des espèces d'hiver, donc qui résistantes à l'hiver et qui vont se développer au printemps prochain. Et donc vous avez parlé de Greenotech, vous avez parlé donc du CRA, c'est vrai que vous travaillez beaucoup en collaboration. Il y a d'autres ASBL finalement qui gravitent aussi, qui font différentes expériences ici tout autour. Sur le site des fermes universitaires, on a l'ASBL CIPF qui s'occupe d'expérimentation sur les fourrages, particulièrement le maïs, le sorgho et le miscanthus, qui n'est pas un fourrage. On a une ASBL Protecto qui s'occupe de développer des couverts végétaux d'interculture, donc pour essayer de récupérer un maximum de l'azote qui a été libéré dans le sol pour éviter qu'il aille dans les nappes phréatiques. Il y a l'ASBL Fourrage Mieux qui travaille sur la production fourragère, notamment en mélange graminées-légumineuses. Donc ces 3 ASBL sont vraiment implantés sur le site de Louvain-la-Neuve. Chacun, en fait, ça collabore alors et avec la collaboration est assez globale avec l'université. Oui. La recherche. Bien, ben, je vous propose maintenant de découvrir une recherche tout près de chez vous. Un échantillon de tous les plants de pommes de terre belges passe par Libramont. Les chercheurs y cultivent des milliers de plants pour contrôle et analyse en vue de détecter la présence de virus et ainsi garantir des plants sains sur le marché. Le Centre de recherches agronomiques libramontois étudie aussi beaucoup le mildiou, tant redouté dans nos régions. Les populations du champignon sont analysées sous toutes les coutures. L'un des objectifs est aussi de créer de nouvelles variétés belges plus résistantes au mildiou. Pour espérer pouvoir créer une variété, en général, on dit qu'il faut semer 100 000 graines. Et ces 100 000 graines doivent être évaluées une à une. Et donc, on part de 100 000 clones pour, au bout, une période de 10 ans en général, obtenir éventuellement une bonne variété. Si le plant résiste bien aux maladies, il doit aussi fournir une pomme de terre de qualité. Le féculent subit de nombreux tests sensoriels. Quand on crée une variété, on ne sait pas au départ ce qu'elle vaut du point de vue utilisation. Et donc, il faut développer toute une série d'analyses pour voir dans quel secteur elle va pouvoir se développer. Secteur industriel frites chips ou secteur du frais, par exemple, pour les pommes de terre chair tendre ou les pommes de terre chair ferme.
C'est un travail de longue haleine qui a abouti il y a 2 ans à la Louisa pour les chips et une deuxième variété va être inscrite prochainement au catalogue. Cette création cultivée en test depuis 3 ans à Chassepierre n'a pas encore de nom officiel, mais chez Aymon, on l'a pré-baptisée Floribel. La résistance au mildiou n'est que moyenne. Mais de l'autre côté, son rendement, sa présentation, sa qualité culinaire par rapport à une chair tendre binge, vaut quand même la peine. Certains consommateurs en ont déjà eu un peu pour déguster et nous donner leur avis. C'est positif. Si Floribel est prometteuse, ces créations de variétés belges rendent aussi les producteurs plus compétitifs et moins dépendants des étrangers. Comme pour la célèbre plate de Florenville, dont les plants de Rosa provenaient de Bretagne. Mais les Français n'en avaient plus et les chercheurs de Libramont ont régénéré la variété cette année. La variété en Bretagne était perdue, le clone est perdu. Heureusement que dans la collection, ici à Libramont, on avait une souche qui correspondait, je pense, à 99,9% de la réalité de la Rosa. Donc avec les 10 000 plantules, on a récolté à peu près 3 tonnes. Cela représentera environ 70 arts à planter l'an prochain. Les plants seront alors multipliés. La première récolte pour la consommation est attendue dans 2 ans. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors vous travaillez pour le CIPF, qui est une ASBL qui fait des tests ici sur les sites de fermes de Lucé-Louvain. Oui. Et là, vous testez, alors c'est marrant parce qu'on dirait une pelouse sur un silo. C'est quoi exactement? Pas tout à fait. En fait, donc, le CIPF, on se concentre sur la culture du maïs principalement. Ouais. Et ici, on est en face d'un silo expérimental qui aura pour but de mettre en évidence la conservation de l'ensilage de maïs sans bâche plastique. Donc certains agriculteurs ont déjà adopté cette pratique. On a sur le silo de maïs, sur l'ensilage, on dispose d'une couche de pulpe de betterave qui arrive chaude et humide, et donc grâce à cette chaleur et cette humidité, l'escourgeon qu'on va semer sur cette couche va rapidement germer et former une couche protectrice. Ah oui, il n'y a pas eu de terre là en fait. Non, il n'y a pas eu de terre, ouais. L'escourgeon a germé directement dans la pulpe. Ok, et ça sert de couverture, ça va, il n'y a rien qui... Non, l'objectif donc est de protéger le silo et donc d'empêcher le développement de champignons pathogènes ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai qu'en dehors de l'eau que l'escourgeon va consommer, une partie de l'eau s'infiltre dans le silo et donc on a une légère perte de matière sèche. Ah oui, et donc vous testez encore d'autres formules pour ça alors, c'est voilà, ça? Pour éviter donc cette infiltration d'eau, on teste d'autres coproduits de l'industrie, tels qu'ici c'est une purée de pommes de terre, avec des pelures également, qui doit aussi jouer le rôle de couche protectrice par rapport à l'ensilage de maïs qu'il y a par-dessous. On dirait du béton. Ça peut ressembler à du béton au début. Après, ça va se ressécher. Il n'y a pas très longtemps que le silo a été fait. Et alors, on a encore un troisième objet plus loin, où là, sur la couche de pelure de pommes de terre, on a ajouté une algue riche en calcium qui doit également complémenter la ration du bétail et qui, elle, a la caractéristique d'imperméabiliser le silo. C'est vrai qu'on voit que l'eau passe pas en tout cas. L'eau ne passe pas. Idéalement, elle devrait s'évacuer, mais voilà, on a cette couche imperméable maintenant qui se forme. C'est à l'essai. C'est la première année qu'on essaye ceci et pour voir si c'est efficace ou pas, en fait, on compare ces 3 modalités à une couverture tout à fait classique avec du plastique. Vous traditionnel, verrez, voilà, c'est ça. Vous verrez dans le silo, il y a différentes sondes qui permettent de suivre notamment la montée en température du silo. Et ensuite, au moment de la consommation du silo, on fera des analyses de la valeur alimentaire notamment, et puis voir également l'ingestion sur le bétail. Voilà un petit peu l'expérimentation menée ici. D'autres expérimentations aussi Oui, je disais, on est principalement axé sur la culture du maïs. Après, depuis une dizaine d'années, on encadre également la culture du miscanthus. Donc le miscanthus qu'on ne connaît pas encore beaucoup, mais qui se développe. Tout ça parce que les débouchés sont maintenant multiples. On peut utiliser le miscanthus pour approvisionner des chaudières biomasse. Oui, tout à fait. Le miscanthus peut servir également pour le paillage, que ce soit en maraîchage ou dans les espaces publics.
Et il peut également servir comme service environnemental et donc en bas de parcelle bien disposé, il peut permettre de filtrer les boues et donc limiter les risques d'inondation. Bien, voilà. Eh ben, ouais, c'est intéressant tout ça. C'est une culture intéressante et alors l'autre aspect c'est que cette culture ne nécessite pas de désherbage ou de fertilisation. Donc une fois implantée, elle est en place pour 20 à 30 ans. Hormis la première année où là un désherbage est nécessaire, ouais. Les années suivantes, on ne fertilise et on ne désherbe plus. Des cultures d'avenir alors. Des cultures d'avenir, voilà. Bien, eh bien merci Gilles pour ces explications. On va continuer à découvrir la ferme de Lozelle. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Antoine et Pablo. Salut à tous, on se trouve ce mois-ci dans la région de Namur pour vous parler d'une production wallonne un peu particulière. Ils sont en train de récolter des noix là. Bonjour Guy. C'est assez unique en Belgique, on est peu de producteurs et on est les seuls à avoir l'entièreté de la chaîne en termes de transformation. On est ici sur un verger de 15 hectares avec 1200 noyers et donc on est en train de ramasser maintenant avec une machine. Et le nettoyage, c'est un des éléments clés, c'est ce qu'on va tout de suite aller voir. Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? Le nettoyage, vous me disiez, c'est une étape très importante. Pourquoi? Très importante parce qu'autrement la noix ne va pas pouvoir sécher correctement parce que s'il y a de la terre ou encore des feuilles qui sont dessus, mais la noix ne va pas pouvoir sécher correctement. L'extérieur sera peut-être sec mais sûrement pas l'intérieur. Alors première étape, ça va passer dans une prélaveuse qui va avec des arroseurs qui vont enlever le maximum de déchets verts. Ensuite on va aller dans une épierreuse, ici c'est un bac d'eau qui va permettre de faire avancer les noix donc qui flottent et tout ce qui est plus lourd va se retrouver dans le fond. Et ça va monter dans une trémie d'attente. Ici toutes les noix vont arriver, elles vont tourner et en fin de compte avec les picots qui sont autour, ça va être brassé, va être nettoyé, puis on va les faire sortir naturellement sur le côté par le système centrifuge. J'ai rien entendu mais je le crois. Donc ici on va ouvrir la trappe et par le système centrifuge elles vont sortir naturellement pour aller vers la partie lavage. Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte? La différence c'est qu'ici on travaille de l'eau propre qui va se charger de toutes les saletés et l'eau après filtration va être repompée pour la partie pré-lavage qu'on a vu dans un premier temps. On dirait une énorme averse de grêle, c'est impressionnant. Et donc ici j'ai un trieur qui va vérifier si les noix, donc on les fait tourner, ce qui permet de voir des noix qui sont cassées et trouées, parce que bon, les corneilles piquent à travers, donc il faut enlever toutes ces noix-là. Les noix vont directement partir à ce moment-là dans le séchoir, puisqu'il est important qu'elles soient séchées le plus rapidement possible, mais lentement. Oh Pablo, regarde, la chute des noix. Voilà, elles sont toutes sèches et donc elles ont passé ici 5 jours dans le séchoir. Elles vont partir ici pour aller monter dans une calibreuse. Ah et donc là, voilà Pablo, c'est le fameux tambour. Les toutes petites sortent en premier, les moyennes et les grandes au bout. Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est ouverte? Quand elle est ouverte. Et nous voilà à l'étape du cassage. Cette machine va en fin de compte les casser. Ensuite, il y a les impuretés, les premières impuretés qui partent ici par un système de ventilation. Et tout le restant va monter, donc casser, déchiqueter, dans le séparateur. Et puis il y a la main de l'homme. On travaille de 1 à 3 trieurs. Alors les belles catégories, c'est principalement donc en petits sachets de 150 grammes qu'on vend. On vend en plus grand conditionnement 3 kg sous vide et les non conformes, on les presse pour faire de l'huile. Alors pour le moment, puisque les arbres sont jeunes, on tourne entre 4,5 tonnes et 5 tonnes annuelles. Mais on va monter dans les années à venir à 20, 25, 30 tonnes. Sur les arbres, une fois qu'ils sont en production, produisent pendant 80 ans sans problème. À partir du moment où il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de casse, voilà. Il y a de l'huile, il y a les noix, il y a le vin aussi. C'est une macération donc sur une base de vin rouge qui s'appelle l'apéritif Elador. Elador, petite histoire qui vient de la compilation des prénoms des 3 petits-enfants du propriétaire. Merci Guy de nous avoir accueillis. Quant à nous, avec Pablo, on vous dit à bientôt. Une noix. Bon pour toi, Elsa, tu l'avais? Bon. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de projet ici à la ferme de Lucé-Louvain.
C'est marrant d'avoir comme ça une ferme avec et un peu de tout, quoi. Et vous faites le maraîchage, quoi. Tout à fait. Donc moi ici à Lucé-Louvain, je m'occupe de tous les nouveaux projets sur les fermes. Et notamment ici, on a développé une activité de maraîchage diversifiée sur petite surface. Ouais. Parce que c'est une thématique d'actualité. Nos chercheurs, nos étudiants demandent de pouvoir travailler sur cette thématique-là. Et donc on a passé une partie de notre surface vers ce type d'exploitation. C'est ça. Donc c'est tout nouveau. Vous faites culture. Il y a beaucoup de légumes différents, j'ai l'impression, hein, même si on est en fin de saison. Oui, tout à fait. Donc ici, nous, sur une année, on estime qu'on fait environ 60 légumes différents, 25 plantes aromatiques ou condimentaires et 8 fleurs comestibles. Donc oui, c'est très varié. Et donc, beaucoup de recherche aussi, ou c'est pourquoi hein? Alors, il y a une partie parce que nous, ici, on produit des légumes et on réfléchit à tout ce qui est circuit court. Donc, en interne à Lucé-Louvain, on a une partie de nos légumes qui part dans nos restaurants universitaires. Et puis après, nos étudiants, nos chercheurs font des travaux de fin d'études ou même des thèses ici. On travaille sur qualité nutritionnelle des jus de légumes, sur les cultures associées, sur le parcours de vie des maraîchers. Donc, c'est assez large et donc ça sert vraiment d'outil pour l'université. C'est ça, bien. Eh bien, on parle de légumes. Je vous propose de retrouver Ludovic en cuisine. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle séquence de Mangeons Wallons, un peu particulière cette fois-ci. On va faire un dessert, mais pas n'importe quoi, un dessert sans lactose. Donc ici, on a tout simplement fait chauffer au bain-marie 100 g de chocolat noir et on va y ajouter 2 cuillères à soupe de cassonade. Pour le côté légèrement plus sucré, ça vous adaptez la recette selon votre goût. Et alors la particularité, c'est qu'on va utiliser un produit ici qui s'appelle I Have a Cream. I Have a Cream est un tout nouveau produit qui est fait à base de noix. En fait, c'est des textures végétales qui remplacent certains produits comme le fromage et autres. Et ici, celui-ci, c'est une texture de fromage qui remplace la crème. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est tout nouveau, c'est assez novateur et c'est fait dans les cuisines des artisans de Bocimé directement avec que des produits sains et de qualité. Et donc, ça permet aux personnes qui sont intolérantes ou qui souhaitent diminuer un peu leur consommation de lactose, mais d'utiliser un produit un peu différent et qui va garder les mêmes propriétés texturelles qu'une crème, par exemple. Alors, revenons à la recette. Donc, finalement, très simple. Le chocolat, on fait fondre. On a 100 g qui fond avec 2 cuillères à soupe de cassonade. Et on va y ajouter tout simplement le produit ici, I Have a Cream de chez Prétexte. Et on va utiliser le siphon pour pouvoir lui apporter en fait une légèreté, une onctuosité, donc une émulsion. Le siphon va permettre d'apporter cette légèreté. Donc une fois que le chocolat est fondu avec la cassonade, on ajoute juste ici donc 2 fois 180 g de préparation végétale qui remplace donc la crème. Vous pouvez faire la même recette si vous souhaitez à la maison avec une crème tout simplement à 40% classique. Ça fonctionne tout aussi bien. Et alors, on mélange tout simplement. On va déjà voir qu'on a quelque chose d'onctueux qui se prépare. On voit déjà que c'est très lisse, très soyeux. Et donc, ça pressent une dégustation agréable. On place le tout dans le siphon. Donc voilà, on a mis la préparation dans le siphon. Tout simplement, on vient visser la tête. Et alors, comme c'est un petit contenant, c'est un contenant de 500 ml, pardon, on ajoute seulement une cartouche de gaz. Et on secoue. Donc bien le secouer, gardez-le bien au chaud dans le bain-marie éventuellement. Et alors, vous pouvez le servir comme ceci. Donc voilà, vous obtenez donc une émission de chocolat chaud qui va tenir comme une mousse au chocolat avec une température un peu différente. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle session de Mangeons Wallons et à bientôt. Voilà, on termine cette émission au cœur de la ferme de Lozelle, donc avec Adrien. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs tout un projet en plus ici qui va se développer, de nouveaux quartiers. Et ça, l'université réfléchit aussi et votre ferme fait partie de la réflexion. Hein. Oui, tout à fait, parce qu'ici, la ferme de Lozelle, elle s'insère au sein du futur dernier quartier de Louvain-la-Neuve. Ouais. Et donc ça, c'est une thématique très d'actualité, surtout pour nous dans le Brabant wallon, où on doit arriver à réconcilier habitation, environnement, agriculture. Et donc, il y a toute une réflexion sur comment intégrer cette ferme maraîchère de 3 hectares au sein d'un quartier où on espère avoir entre 1500 et 1600 habitants. Donc, c'est quand même une belle réflexion pour l'avenir. Un fameux défi, donc, tout à fait, qu'il va falloir relever. Mais c'est bien, merci beaucoup à toute l'équipe de Lucé Louvain qui nous a accueillis aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour le best-of. À très bientôt. C'est vrai, c'est un bel endroit.
À vos agendas, le 4e sommet des éleveurs aura pour thème les filières d'avenir le 21 novembre à Libramont. Les 23 et 24 novembre, Vétérine Expo se déroulera à Ciney pour les professionnels de la santé animale. Le salon Agribex aura lieu du 3 au 8 décembre à Bruxelles Expo. À très bientôt.